Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Angèle Laval, surnommée le venin du corbeau de Tulle. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, je vous emmène dans un voyage sombre, au cœur de la France profonde, à Tulle, une petite ville de Corrèze, blottie entre des collines verdoyantes. Nous sommes en 1917, en pleine Grande Guerre. Mais ici, loin des tranchées, une autre guerre se joue. Une guerre de mots, de secrets, de haine silencieuse. Une guerre menée par une femme, une dactylo ordinaire, nommée Angèle Laval. Armée d'une machine à écrire, elle va déchaîner un ouragan de lettres anonymes, semant la peur, la méfiance et la destruction. On l'appellera le corbeau de Tulle, un surnom entré dans l'histoire. Cette affaire, mes amis, est un miroir des noirceurs de l'âme humaine, une plongée dans la jalousie, la frustration et la vengeance. Attachez-vous, car ce récit va vous tenir en haleine pendant près d'1 heure et demie. Ouvrons ensemble la première enveloppe de cette histoire glaçante. Tulle, mai 1917. Imaginez une petite préfecture nichée dans la vallée de la Corrèze. Les rues pavées résonnent du bruit des charrettes. Les marchés sentent le pain frais et le fromage de chèvre. Mais la guerre plane comme une ombre. Les hommes sont au front, les femmes tiennent les foyers, et les nouvelles des tranchées arrivent par brides. À la préfecture, centre névralgique de la ville, les employés s'affairent dans une ambiance lourde. Les restrictions alimentaires, la peur des mauvaises nouvelles, tout pèse sur les esprits. C'est dans ce décor qu'apparaît Angèle Laval, 30 ans. Elle est née le 25 octobre 1887 à Brive-la-Gaillarde. Fille d'un employé de chemin de fer et d'une mère dévouée, Angèle est une femme discrète, presque banale. Ses cheveux bruns sont tirés en un chignon sévère. Ses vêtements sont sobres, mais ses yeux pétillent d'une ambition contenue. Dactylo à la préfecture depuis plusieurs années, elle tape des rapports, classe des dossiers, toujours avec une précision maniaque. Ses collègues la décrivent comme sérieuse mais distante. Angèle rêve de plus, une promotion, une reconnaissance, peut-être même l'amour. À la tête du service, Jean-Baptiste Moury, un fonctionnaire marié, père de famille, respecté mais un peu trop charmeur. Sa femme, Louise, est une figure de la bourgeoisie locale, élégante et fière. Angèle et Louise se croisent parfois lors des réceptions à la préfecture. Et là, dans l'ombre, germe une jalousie. Louise a tout ce que Angèle n'a pas. Un mari, un statut, une vie sociale. Angèle, célibataire, vit avec sa mère dans un petit appartement. Cette frustration, ce ressentiment va bientôt exploser. Tout commence par une lettre, une simple lettre, sans signature, arrivée en mai 1917 sur le bureau de Jean-Baptiste Moury. Elle l'accuse d'une liaison avec une collègue, une certaine Marie. Rien de bien méchant au début.
Moury hausse les épaules et jette la lettre. Mais d'autres suivent. Une lettre à Louise, suggérant que son mari la trompe. Une à Angèle elle-même, se plaignant de sa vie monotone. Puis c'est l'avalanche. Des dizaines, des centaines de lettres, tapées à la machine ou écrites à la main, postées de Tulle, de Brive, parfois de plus loin. Le corbeau est né. Ces lettres ne sont pas de simples potins. Elles sont vicieuses, précises, cruelles. Elles révèlent des secrets intimes, des dettes cachées, des adultères, des hontes enfouies. Un employé est accusé de détourner des fonds. Une femme apprend que son mari fréquente une maîtresse. Jean-Baptiste Moury est la cible principale. Il serait un séducteur sans scrupules, un père indigne. Louise, sa femme, reçoit des missives obscènes, décrivant des scènes d'une vulgarité choquante. La ville entière devient un champ de bataille. Les lettres sont signées de pseudonymes, l'œil du tigre, la vérité ou rien du tout. Elles contiennent des détails si précis qu'on dirait l'œuvre d'un espion. Qui peut savoir autant de choses ? À la préfecture, l'ambiance devient irrespirable. Les collègues se méfient les uns des autres. Les amitiés se brisent. Les couples vacillent. Deux drames marquent les esprits. Un employé accablé par une accusation de corruption se pend dans son grenier. Une jeune femme humiliée par des révélations sur sa vie privée met fin à ses jours. Le corbeau tue désormais, sans jamais tenir une arme. Et Angèle dans tout ça, elle joue les victimes à merveille. Elle montre à ses collègues les lettres qu'elle reçoit, pleure sur son sort, se plaint d'être visée. « Mais pourquoi moi ?» gémit-elle. Mais certains commencent à douter. Angèle est toujours là où les drames éclatent. Elle connaît les ragots avant tout le monde. Et surtout, elle semble étrangement satisfaite quand Louise Moury, en larmes, traverse les couloirs de la préfecture. La jalousie d'Angèle, nourrie par des années de frustration, est devenue une obsession. Elle veut détruire ceux qui, à ses yeux, ont une vie meilleure. Les lettres deviennent plus audacieuses. Elles s'attaquent aux préfets, aux notables, aux prêtres. En 1918, alors que la guerre s'achève, Tulle est à bout de nerfs. Les habitants scrutent leur boîte aux lettres avec angoisse. Qui est ce corbeau ? Un étranger ? Un voisin ? La réponse est plus proche qu'ils ne le pensent. En 1920, l'affaire prend une tournure officielle. Jean-Baptiste Moury, humilié, porte plainte. Le procureur de Tulle, alerté par l'ampleur du scandale, ordonne une enquête. La police locale, dépassée, fait appel à des experts de Limoges. On analyse les lettres, le papier, l'encre, le style. Certaines sont tapées sur une machine à écrire, d'autres manuscrites avec des fautes volontaires, comme pour brouiller les pistes. Mais un détail intrigue. Les machines à écrire de la préfecture
Angèle, dactylo expérimentée, a accès à plusieurs d'entre elles. Les enquêteurs interrogent tout le monde. Employés, postiers, voisins. Angèle est questionnée, mais elle est très convaincante. Elle parle de sa peur, montre les lettres qu'elle a reçues, accuse vaguement une collègue jalouse. Pourtant, des indices s'accumulent. Une collègue, Marthe, remarque qu'Angèle reste tard au bureau, seule près des machines. Un postier se souvient d'avoir vu une femme ressemblant à Angèle poster des lettres à Brive. Les soupçons se resserrent, mais aucune preuve tangible. Angèle est maligne. Elle varie les styles, les timbres, les lieux d'envoi. Elle écrit des lettres à elle-même pour se poser en victime. Mais sa jalousie l'a trahie. Les missives contre Louise Moury deviennent obsessionnelles, presque pornographiques. Angèle semble vouloir humilier cette femme qu'elle envie. Et puis, en août 1921, elle va trop loin. Été 1921. Angèle orchestre son coup le plus audacieux. Elle écrit une lettre anonyme à elle-même, annonçant son suicide. Je ne peux plus vivre avec ces accusations. Puis elle se rend au bord de la Corrèze, jette ses chaussures sur la berge et se laisse glisser dans l'eau peu profonde. Des passants la repêchent en pleurs, tremblante. Elle accuse le corbeau de l'avoir poussée à bout. Tulle est en émoi. La pauvre Angèle, victime du monstre. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Ce mélodrame sent la mise en scène. Ils fouillent son appartement et là, jackpot. Des brouillons de lettres, des enveloppes, des tampons. Une machine à écrire cachée sous une pile de vêtements correspond aux missives. En octobre 1921, Angèle est interrogée à nouveau. Elle finit par craquer. Placée en observation à l'asile de Limoges, elle avoue. Oui, c'est elle. Plus de 1000 lettres, écrites sur 5 ans, par jalousie, par rage, par envie de pouvoir. Angèle Laval est arrêtée en janvier 1922. L'enquête révèle l'ampleur de son entreprise. Des lettres envoyées à 300 personnes, touchant toutes les couches de la société tulloise. Un travail de titan, alimenté par une obsession pathologique. Mais pourquoi ? Angèle parle peu. Elle évoque son amour non partagé pour Jean-Baptiste Moury, sa haine de Louise, sa frustration de ne pas être quelqu'un. Les psychiatres hésitent. Folle ou manipulatrice ? Un peu des deux, peut-être. Décembre 1922, le palais de justice de Tulle est une fournaise. La salle est pleine à craquer. Habitants, journalistes du Figaro, du Petit Parisien, et même de Paris. Angèle Laval, 35 ans, entre, pâle, le regard baissé. Elle est vêtue d'une robe noire comme une veuve endeuillée. Son avocat, Victor Filiol, plaide l'irresponsabilité. Angèle serait une femme fragile, poussée par un amour obsessionnel pour Jean-Baptiste Moury. Mais l'accusation est implacable. On lit des lettres en audience, des insultes crues, des accusations ignobles. La foule frémit. Jean-Baptiste Moury témoigne, la voix brisée. Louise, en larmes,
raconte l'humiliation. Les familles des suicidés exigent justice. Angèle, elle, oscille entre déni et excuse. Je ne voulais vraiment pas faire de mal, murmure-t-elle. Mais les épreuves sont écrasantes. Expertise graphologique, analyse des machines, témoignage. Le 20 décembre, le verdict tombe. 1 mois de prison avec sursis, 100 francs d'amende et 500 francs de dommages et intérêts. Une peine légère, presque symbolique, mais Angèle est brisée. Tulle ne lui pardonnera jamais. Angèle quitte Tulle après le procès. Elle s'installe à Limoges, puis disparaît dans l'anonymat. Elle meurt en 1967 à 80 ans, sans jamais reparler de l'affaire. Mais son ombre plane sur Tulle. Les habitants se méfient des lettres, des voisins et des secrets. L'affaire inspire Henri-Georges Clouzot qui réalise Le Corbeau en 1943, un film noir où une ville est déchirée par des lettres anonymes. Ce film, controversé sous l'occupation, immortalise l'histoire d'Angèle. Le terme corbeau entre dans le langage courant, désignant ces délateurs de l'ombre. Mais au-delà du fait divers, cette affaire pose une question. Qu'est-ce qui pousse une femme ordinaire à devenir un monstre de papier ? La jalousie ? La solitude ? La guerre qui a exacerbé les tensions ? Angèle Laval reste un mystère. Une femme à la fois banale et terrifiante. À Tulle, on rencontre encore son histoire, dans les cafés, dans les vieilles maisons, comme une légende qui fait frissonner. L'affaire Angèle Laval nous rappelle une vérité glaçante. Les mots peuvent tuer. Une lettre, un murmure, un secret révélé, et c'est une vie qui bascule. Merci d'avoir suivi ce voyage dans les méandres d'une petite ville et d'une grande obsession. Restez avec nous pour d'autres récits qui sont les ombres de l'âme humaine. À très bientôt. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité.